C'est Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du NPA. Vous allez miser certainement beaucoup sur la contestation sociale en cette rentrée. Mais Philippe Poutou, est-ce que l'actualité récente, cette attaque à trappe malheureuse, ne montre-t-elle pas que les Français voient aujourd'hui encore en cette rentrée 2018 la sécurité comme l'une des priorités ? Je sais pas, c'est l'exemple d'hier, enfin le drame d'hier, ça a l'air d'être un gros problème de psychiatrie, donc enfin ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc mais c'est terrible, comme dès qu'il y a un événement comme ça, on essaie de détourner l'attention sur juste ce problème-là, la sécurité, les fichiers S. J'ai vu le grand débat sur les fichiers S qui redémarre, la question de la présence policière et tout ça, on n'en finit jamais de ces choses-là. On pourrait discuter aussi que la sécurité, c'est la santé, c'est le système de service public en général, c'est donc la santé, le système des hôpitaux, c'est la sécurité sociale, c'est la sécurité de l'emploi. On peut aussi discuter de ça parce qu'en fait, on peut penser que quelque part, le terrorisme ou la violence terroriste, ça s'alimente aussi d'une crise profonde où aujourd'hui, il y a à la fois des reculs sociaux énormes et puis en même temps, des problèmes de racisme, des problèmes d'ostracisme, enfin de stigmatisation de parties de la population comme les immigrés. Donc je pense que le problème politique est beaucoup plus large et il faut faire gaffe à pas trop toujours se discuter des mêmes choses en boucle et puis finalement ne pas discuter des vrais problèmes politiques. Quand on voit 20 000 individus fichés S, vous comprenez que le Français, dans sa sécurité quotidienne, se pose des questions. Il se pose des questions, il s'en pose à plein d'autres niveaux aussi, parce que là, on a un problème psychiatrique, visiblement, encore une fois. Donc, on pourrait aussi discuter, est-ce que le système d'hôpital psychiatrique est en capacité aujourd'hui de répondre à tous ces problèmes-là? Parce que des individus dangereux, il y en a, mais c'est pas juste la prison qui peut résoudre le problème, c'est pas juste leur tirer dessus, c'est aussi comment on soigne une partie de la population qui est aujourd'hui en très mauvaise santé. Donc, on pourrait discuter de ça. Et on a vu qu'il y a pas longtemps, il y avait une grève, notamment à l'hôpital psychiatrique au Rouvray, du côté de Rouen, où on voyait qu'il manquait des moyens, qu'il n'y avait pas la possibilité de soigner les gens. Donc on pourrait aussi discuter de ça. Là, encore une fois, la sécurité de la population, ça passe aussi par des infrastructures comme ça. Donc comment on discute, on voit aussi que les urgences, on voit que le SAMU, tout ça, c'est en train de se casser la gueule, qu'il y a des drames humains en conséquence de ça, parce qu'on n'arrive plus à soigner, on n'arrive plus à faire face à des tas de problèmes. Donc il faudrait discuter de ça. Et c'est pour ça que je pense que le problème de la sécurité, ça se discute globalement. Et au lieu de nous focaliser sur un aspect où on voit d'ailleurs que c'est sans issue, parce qu'en fait, à chaque fois, on nous dit fichier S, il faut enfermer les gens et de plus en plus, et puis derrière, du coup, on a toujours des drames, on a toujours des problèmes et il y en aura toujours derrière. Donc je pense qu'il y a un problème global à discuter, c'est comment on met les moyens pour vraiment faire que la population vive dans les meilleures conditions possibles. Vous ne demandez pas un renforcement des mesures de suivi des fichiers S, par exemple? Non, mais moi, je suis même pas compétent pour ça. Je comprends pas tout dans cette histoire-là. Je mesure même pas trop là, juste que l'histoire d'hier, elle est un peu plus compliquée que, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Là, en plus, c'est un individu qui tue sa mère et sa sœur, je crois. On est dans des histoires dramatiques, c'est sûr, mais bon, je pense que la question, elle est bien au-delà des fichiers S ou bien au-delà de la sécurité par rapport au terrorisme. Alors, pour revenir maintenant au social, le gouvernement vous prépare une rentrée pour le moins chargée. Retraite, santé, assurance chômage, budget. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de vous refaire le coup de l'année dernière? Un rythme de réforme effréné et l'opposition qui a du mal à se faire entendre sur tous ces dossiers. Ah, mais de toute façon, il a dit, Macron, vous allez pouvoir suivre le rythme? Macron va continuer, exactement. Donc, évidemment, il continue la même politique, il l'affirme, il l'assume. Et là, ça revient avec tout ce que vous dites, les projets de réforme comme les retraites, l'assurance chômage et même les prestations sociales et le système hospitalier. On voit bien que derrière tout ça, ce sont des attaques, des remises en cause, mais c'est la continuité, en fait. Celle de la politique de Macron depuis qu'il est là, mais c'est la continuité des gouvernements précédents aussi. Donc, et c'est ça aussi que ces politiques-là qui remettent en cause donc les services publics, qui remettent en cause les acquis sociaux, qui remettent en cause les droits sociaux de l'ensemble de la population, c'est ça qui nous met en insécurité, c'est ça qui nous met en danger. On sait tous que la vie va être plus dure, on sait tous que voilà, on aura moins les moyens de se soigner, moins les moyens de s'éduquer, moins les moyens de se soigner, je l'ai dit. Puis il y a la question de l'emploi aussi, parce que moi, par exemple, je me retrouve dans une situation où mon usine, là où je travaille en tout cas, est condamnée à la fermeture, en tout cas pour l'instant, puisque Ford a décidé de partir. On voit de l'autre côté des pouvoirs publics qui se disent impuissants, voilà, et d'un autre côté Ford qui touche de l'argent public. Enfin voilà, tout ça, tout est scandaleux et tout est dangereux pour nous. Et c'est vrai que c'est très inquiétant. Donc Macron annonce qu'il va continuer. Donc ça pose le problème urgent au-delà de commenter ce que fait Macron. C'est comment on peut se défendre nous. Est-ce qu'on a les moyens, nous, la population, les travailleurs, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de changer la donne, de relever la tête, de retrouver confiance en nous-mêmes pour nous battre et pour faire reculer Macron et puis tout son gouvernement et puis derrière stopper les abus de pouvoir, l'arrogance et le vol orchestré par l'ensemble des classes riches, quoi, de ces capitalistes qui s'en mettent plein les poches. Donc il y a tout ce problème-là qui est posé. Donc la force qu'on a, nous, est-ce qu'on va l'avoir aujourd'hui pour empêcher ça, pour stopper tout ça? Vous en doutez un peu?
Ben, on a de quoi douter. Parce que sur la saison 1, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, ça n'a pas pris dans la rue. Est-ce que cette saison 2, qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne? Bah, ça n'a pas pris, ça a pris d'une certaine manière parce qu'on a eu un mouvement quand même avec notamment les cheminots contre la réforme ferroviaire qui a tenu plusieurs mois. Le gouvernement n'a pas reculé en tout cas. Ça c'est sûr, ça, du point de vue du résultat, il y a une défaite du mouvement social. Mais comme ça avait été le cas avec le mouvement contre la loi travail à l'époque de Hollande, et comme ça avait été le cas, on peut remonter malheureusement à très loin avec la réforme des retraites de Sarkozy. Enfin voilà, on perd pas mal de combats sociaux et c'est ça qui évidemment nous fragilise à nous fait douter et nous fait poser des questions sur la suite. Mais maintenant, nous on n'a pas le choix. De toute façon, les attaques de Macron aujourd'hui, comme les précédentes, mais là ça va de plus en plus loin, elles sont tellement graves, c'est tellement scandaleux, c'est tellement dégueulasse que ça nous oblige aussi à réagir. Et on voit bien qu'on est dans une situation de guerre sociale. Il y a un camp qui est en train de tout prendre, qui est en train de, par égoïsme, il veut accumuler, on voit les riches, les dividendes, on voit des trucs complètement dingues, d'une indécence, et de l'autre côté de la misère, du chômage, de la précarité. Donc tout ça c'est tellement pourri qu'à un moment donné ça nous oblige à discuter qu'il faut absolument stopper ça, et ça pose le problème d'une colère sociale qui s'exprime, et c'est à ça, et c'est à nous de le construire. Alors, il y a un plan pauvreté qui arrive là, à la rentrée, un plan pauvreté avec le reste à charge zéro pour les lunettes, le petit déjeuner servi dans les écoles prioritaires. C'est quand même bon à prendre pour les plus modestes. Non, mais tout peut être bon à prendre évidemment, mais à côté de ça, on voit l'ampleur de la crise du logement avec les drames, les incendies et tout ça. On sait tous que c'est de plus en plus dur pour des millions de gens. On sait que la pauvreté, c'est plus de 8 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On sait qu'il y a 6, 7, 8 millions de gens qui sont ou au chômage ou dans des galères de précarité énormes. Voilà, on sait tout ça. On sait que la vie est de plus en plus dure. Et on sait qu'à côté de ça, il y a des milliardaires qui s'en mettent plein les poches. On sait que les actionnaires, les dividendes, c'est des records, même à l'échelle de la planète, ce sont des records. Enfin, les chiffres sont fabuleux quand on voit toute une richesse qui s'affiche comme ça. Et puis d'un autre côté, encore une fois, toute une misère. Donc le problème qui nous est posé, c'est le problème vraiment de la répartition des richesses. Donc ça pose le problème d'une autre politique. Et même quelque part, ça poserait le problème d'expropriation des plus riches qui font n'importe quoi du système économique. Donc il faut discuter du pouvoir, il faut discuter de la démocratie, il faut discuter d'une population qui arrive à imposer à un moment donné l'égalité sociale. Et donc ce sont des luttes qu'il faut préparer. Donc nous, on ne promet pas la rentrée sociale chaude parce qu'on ne peut pas le faire. Et on sait qu'on n'a pas, aujourd'hui, comme vous dites, on a de quoi douter. Vous ne serez pas dans la rue au mois de septembre, par exemple. Si, mais nous, on veut bien. Mais il faut qu'on l'organise. Mais on ne peut pas promettre une victoire sociale. Mais en tout cas, on peut promettre qu'on a envie qu'il se passe des choses. Et on va tout faire pour qu'il y ait justement un mouvement social qui se reconstruise et qu'on arrive à avoir des véritables batailles. Il faut qu'on fasse reculer le gouvernement. Il faut qu'on arrive à stopper toutes ces politiques-là. Il faut stopper les licenciements. Il faut imposer qu'il y ait des moyens qui soient mis dans les services publics, dans tous les services publics. Voilà, il faut trouver des réponses rapides et urgentes à l'ensemble des drames sociaux du moment. Donc ça s'imposera par la rue. Mais comment faire? On va essayer de voir. Vous avez vu qu'il y a des rentrées politiques du côté de Mélenchon, du côté des écolos, le NPA demain à Port-le-Cat. Donc on se retrouve tous et on s'invite les uns les autres parce qu'il va y avoir pas mal de débats, parce qu'on a tous conscience qu'on a intérêt à trouver des solutions ensemble. Comment on va pouvoir imposer à un moment donné un changement de politique? Donc c'est tout ça qu'on va discuter. On espère que septembre, ça sera une rentrée qui va faire mal dans la rue, quoi. Et il n'y a pas besoin de réformer, par exemple, sur les retraites? Le système vous convient comme ça? Les 42 régimes spéciaux. Il faudrait réformer la retraite des plus riches, la retraite des députés, enfin ces retraites ce qu'on appelle chapeau, des fois tous ces gens qui ont des fortunes. Il faudrait effectivement discuter de la répartition des richesses, de comment on fait tout ça, mais pas... Le gouvernement consulte en ce moment. Sauf que le gouvernement, mais comme les autres avant, ils vous disent regardez, il y a le public qui est un peu avantagé par rapport aux salariés du privé, sauf qu'avant, il y a plus de 20 ans avant, on avait les mêmes régimes qui avaient été remis en cause par Balladur et tout ça. Maintenant, on joue sur la division et on essaie de faire regarder les plus pauvres avec les moins pauvres, enfin toujours cette idée de division. Donc effectivement que la retraite aujourd'hui sont insuffisantes. Aujourd'hui même dans le privé comme à Ford, parce qu'il y a la discussion sur les pré-retraites, parce qu'ils veulent fermer l'usine et licencier, donc ils veulent faire partir en pré-retraite, on s'aperçoit bien que les pré-retraités partiraient dans des conditions très faibles. Donc en fait, on nous apprend à se satisfaire du plus bas possible, donc évidemment que c'est pas satisfaisant. Après 30 ans, 40 ans de boulot est souvent très dur, donc, mais ça passe par des réformes, et là la question c'est comment on reprend les richesses qu'on nous a volées, comment on reprend les richesses de Bernard Arnault, comment on reprend tous ces milliards qui ont été détournés de la collectivité. Donc oui, il faut des réformes, mais c'est des réformes qui s'imposent par en bas, et ça s'appelle la répartition des richesses, ça s'appelle l'égalité sociale, et ça s'appelle même quelque part par là qu'à un moment donné, le pouvoir politique, il va falloir que la population le reprenne pour discuter de comment on réorganise tout ça. À défaut de faire reculer le gouvernement par la manifestation dans la rue, il y a eu quand même une opposition revigorée par les affaires. Il y a eu l'affaire Benalla. Il y a aujourd'hui cette affaire avec Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui est accusée d'être passée outre les règles pour avoir agrandi le siège d'Actes Sud quand elle dirigeait cette maison d'édition. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Ben, cette histoire? il y a plein d'affaires en fait. Là aujourd'hui, effectivement, le Canard enchaîné a révélé une nouvelle affaire autour de Nissen. Elle doit s'expliquer, Françoise Nyssen, sur cette Ouais, affaire? elle doit s'expliquer. Visiblement, elle a commencé, mais mal. Mais c'est avant qu'il faudrait que les choses soient pas faites, parce que maintenant, ils vont essayer de rattraper le coup, obligé. Quoi. Le Canard enchaîné révèle un truc, comme Mediapart des fois révèle des choses, et après, du coup, ça oblige les ministres ou les gouvernements enfin, même pas s'excuser, mais à dire oui, écoutez, là, on s'est pas bien compris, tout ça. C'est toujours la même histoire. Ce que ça montre, c'est le scandale permanent de ces personnalités politiques-là, c'est qu'ils abusent de tout, c'est l'abus de pouvoir, ils trichent en permanence, et après ils nous expliquent à nous qu'il faudrait qu'on respecte les règles d'économie, de réduction de coûts, puis eux ils le font pas. Donc tout ça c'est scandaleux, mais en fait ce qui est encore plus scandaleux, c'est que Macron avait voulu faire croire que lui ça changerait. Ça change pas du tout, parce que le nombre d'affaires qui se succèdent. Donc encore une fois, tout ça c'est révélateur du scandale du fonctionnement de la société. Voilà, on le voit bien, il y a les ministres qui trichent et qui mentent et tout ça, mais derrière il y a des gens qui s'enrichissent. Ce gouvernement il est au service de ces gens-là qui s'enrichissent. Donc oui, Elle doit démissionner? ce système-là, mais même ce serait. Oui, moi je peux dire ça parce que je peux le dire maintenant. Elle doit démissionner. Ça n'a pas trop de sens ou ça n'aura pas trop d'impact. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on soit des millions dans la rue à dire merde, à dire il y en a marre de tout ça, de ces voleurs, de ces menteurs. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se batte, qu'on s'organise et qu'on arrête de croire que c'est entre nous qu'il faut qu'on se dispute, mais qu'à un moment donné, oui, il y a deux camps sociaux qui s'affrontent, deux camps sociaux qui s'affrontent. Il y a aujourd'hui la population qui trinque et qu'on fait trinquer et qu'on n'a pas fini de faire trinquer. Et puis d'un autre côté, il y a des parasites, il y a des tricheurs, des voleurs, des menteurs, on peut tout dire. Et ce pouvoir-là, il faut le renverser. Donc c'est le problème qui nous est posé. Il y a la rue, il y a aussi les urnes. Quand Jean-Luc Mélenchon dit les élections européennes seront un référendum anti-Macron, est-ce que vous acquiescez? Forcément, il y aura quelque part, ça sera la première grande élection après l'élection, après la victoire de Macron. Mais nous, on pense que les enjeux importants, ils sont bien avant les européennes, même si les européennes, c'est très bientôt, c'est dans un an. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, parce que c'est toujours pareil, c'est est-ce que les élections vont changer notre sort? Nous, on pense pas. C'est important les élections parce qu'on peut dire des choses et puis c'est vrai Vous ne croyez pas à une union de la gauche qui porte des idées? On aimerait bien qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. D'ailleurs, ça se discute, comment on peut. Mais nous, on pense que ce qui va compter, c'est l'unité dans la rue. C'est que là, parce que on va pas attendre un an. C'est comment en septembre, en octobre, on arrive à retrouver de la force dans la rue, à se battre, à s'organiser dans la rue, dans les usines, partout. Parce qu'encore une fois, à Ford, il va falloir qu'on se batte, nous, pour empêcher la fermeture de l'usine. Il va falloir qu'on se batte pour obliger le gouvernement à intervenir et empêcher Ford de se barrer comme ça. Donc, de toute façon, le problème, il nous est posé dès maintenant. Mais comme pour le logement, il va falloir des batailles pour imposer la réquisition des logements vides, pour que les gens puissent vivre, puissent être logés. Il va falloir se battre pour qu'il y ait des moyens dans les hôpitaux. Il va falloir se battre contre le racisme, en solidarité avec les migrants. Donc, en fait, c'est pas tellement l'échéance dans un an, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, pour arriver à un moment donné à justement ce qui est un progrès social, une égalité qui se mette en place. On sent justement en ce moment Jean-Luc Mélenchon qui tente peut-être de s'ouvrir un petit peu. Il y a des dirigeants du NPA qui ont été invités à oui, tout à fait. À ces amphis d'été. Ça vous inspire quoi? Il peut y avoir une convergence qui se fait à la gauche de la gauche? Bien sûr, en tout cas, il faut qu'on discute de ça, de comment faire. Mais nous, encore une fois, on pense que la priorité, ça sera d'organiser la bataille sociale dans la rue. Encore une fois, je reviens à Ford parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quand même quelque chose de grave qui se passe, une usine qui ferme avec 3000 emplois qui risquent de disparaître dans la région bordelaise. On discute, y compris même par rapport à la question de la lutte à Ford, comment on peut faire avec les camarades de France Insoumise, du PC, le milieu syndicaliste, associatif, comment on arrive à regrouper des forces, à se battre ensemble pour défendre des emplois. Et la question politique en général, elle est posée de la même manière. C'est pour ça qu'effectivement à Marseille ou à Port-le-Cat du côté du NPA, on s'invite les uns les autres et on essaie de discuter ensemble par rapport à tous ces problèmes-là, de comment on peut réagir. Alors il y a la question des européennes évidemment qui va être en jeu, même si la plupart ont déjà fait des listes, mais ça peut, finalement, ça peut discuter quand même. Mais c'est surtout comment avant on arrive à trouver de la force pour riposter. Un petit mot pour finir, plus anecdotique. Vous avez publié cet été cette photo qui a fait parler sur les réseaux sociaux avec votre compagne au fort de Brégançon. Quel était le but finalement de cette photo-là? Qu'est-ce que vous vouliez dire à Emmanuel Macron? Je ne sais pas si je voulais dire. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, mais. C'est une réaction par rapport à l'actualité, évidemment, quand on parle beaucoup des vacances de Macron. Le fait qu'il fasse sa rentrée et puis qu'il reparte immédiatement au fort de Brégançon, ça vous... De toute façon, les transports, ça ne lui coûte pas grand-chose. Il peut voyager assez peinard, tant mieux pour lui, quoi. Mais sur Briançon, c'est juste pour dire que j'étais à Briançon, effectivement. Là, c'est le fort de Briançon qu'on voit derrière, qui est une très jolie ville. Mais au-delà de ça, j'en avais profité pour rencontrer des militants associatifs qui ont mis en place ce qu'ils appellent un refuge solidaire pour accueillir les migrants, parce que la frontière franco-italienne est juste derrière. Et il y a pas mal de migrants qui passent. Et donc, ils sont accueillis dans un centre. C'est à peu près 5000 migrants dans l'année. Donc, je suis allé les voir et c'est fabuleux le travail qu'ils font, quoi, d'accueillir les migrants, de les aider, de faire qu'il y ait des visites médicales. Et ça, c'est important de mettre en avant aussi ce boulot
boulot-là de solidarité qui est fait par des militants. Donc il y a une association qui s'appelle Tous Migrants et une autre qui s'appelle Refuge Solidaire. Et d'ailleurs demain, ils font un pique-nique au col de l'Échelle, là où les fachos des identitaires avaient fait un truc il y a quelques mois contre les migrants. Et bien là, demain, symboliquement, il y en a qui disent, ben voilà, les migrants pour l'ouverture des frontières, pour la solidarité. Donc il y a un pique-nique au col de l'Échelle organisé par Tous Migrants, Refuge Solidaire et puis tout un milieu syndicaliste. Voilà, donc c'était l'occasion de rappeler ce travail. Merci Philippe Poutou d'être venu sur ce porte-parole du NPA. Bonne journée à vous.